La science s'approche du seuil entre la conscience et la matière. L'œil avec lequel on regarde le champ originel et l'œil avec lequel le champ nous regarde est un seul et même œil. Le brillant écrivain allemand Wolfgang von Goethe déclara « L'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. » La cymatique est l'étude du son visible. Le mot cymatique vient de la racine du mot grec cyma qui signifie onde ou vibration. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni ou la cymatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs
en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Dans la langue des Incas, le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne, le mot se référant à l'être humain est Alpakamasca, ce qui signifie littéralement « terre animée ». Dans la Kabbale, ou le mysticisme juif, on parle du nom divin de Dieu. On ne peut pas dire le nom, on ne peut pas le dire car c'est une vibration omniprésente. Tous les mots, tout est matière, tout est le mot sacré. Le tétraèdre est la forme géométrique tridimensionnelle la plus simple qui soit. Il faut au moins 4 points pour qu'une chose soit une réalité physique. La structure du triangle est le seul modèle autostabilisant de la nature. Dans l'Ancien Testament, on utilisait souvent le mot tétragramme pour représenter une certaine manifestation de Dieu. On l'utilisait pour se référer au mot de Dieu ou au nom spécial de Dieu, au logos ou au mot originel. Les anciennes civilisations savaient que la forme tétraédrique se trouvait dans la structure de base de l'univers. Au-delà de cette forme, la nature présente une pulsion fondamentale vers l'équilibre, Shiva. En même temps qu'elle présente une pulsion fondamentale vers le changement, Shakti. En général, dans la Bible, on lit dans l'évangile de Jean « Au commencement était la parole ». Mais logos était le mot utilisé dans le texte original. Le philosophe grec Héraclès, qui vécut approximativement 500 ans avant Jésus-Christ, fit référence au logos comme à quelque chose de fondamentalement inconnaissable. L'origine de toute répétition, de tout modèle et de toute forme. Les philosophes stoïques, suivant les enseignements d'Héraclès, identifièrent le terme au principe divin animé qui se propage dans l'univers. Dans le soufisme, le logos est partout et dans toute chose. C'est par cela que le non-évident devient évident. Dans la tradition hindoue, Shiva Natarja signifie littéralement « Seigneur de la danse ». Le cosmos entier danse au son du tambour de Shiva. Tout est empreint d'eux ou âme animée par cette pulsation. Le monde ne peut continuer à évoluer et à changer qu'à la condition que Shiva danse, sans quoi il retombera dans le vide. Alors que Shiva est représentatif aux yeux de notre conscience qui témoigne, Shakti est la substance ou la chose du monde. Alors que Shiva médite, allongé, Shakti tente de le faire bouger et de le faire danser. À l'instar du yin et du yang, le danseur et la danse ne font qu'un. Le logos signifie aussi vérité non dissimulée. Celui qui connaît le logos connaît la vérité. Il y a de nombreuses couches de dissimulation dans le monde humain, alors qu'Akasha est enchevêtré dans des structures complexes qui empêchent de voir la source elle-même. Comme un jeu de cache-cache divin, on se cache depuis des millénaires en finissant par oublier le jeu complètement. D'une certaine manière, on a oublié qu'il y a quelque chose à trouver. Le bouddhisme enseigne la perception directe du logos, du champ du changement ou de l'impermanence en soi par la méditation. En observant son monde intérieur, on ressent des sensations et des énergies de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on augmente sa concentration. Quand on se rend immédiatement compte de l'anika ou de l'impermanence à l'origine de la sensation, on se libère de l'attachement aux formes extérieures éphémères. À partir du moment où on se rend compte qu'un champ vibratoire est à l'origine commune de toutes les religions, comment peut-on dire « ma religion » ? L'étude des modèles de la nature n'est pas une science très courante en Occident, mais en Chine ancienne, elle était connue sous le nom de Li.
Lie reflète l'ordre dynamique et le modèle de la nature. Mais il ne s'agit pas d'un modèle considéré comme quelque chose de statique, de figé ou d'immuable, comme une mosaïque. Il s'agit d'un modèle dynamique présent dans toute chose vivante. Les nervures des feuilles, les taches de la tortue et les veines des rochers expriment tout le langage et l'art secret de la nature. Le labyrinthe est l'un des nombreux modèles de lit. On le trouve dans les structures coralliennes, les champignons comme les morilles, les choux et le cerveau humain. Le modèle cellulaire est un autre modèle courant de la nature. Il y a une myriade de structures cellulaires différentes, mais elles sont toutes ordonnées selon leur raison d'être et leur fonction. On peut aisément se laisser hypnotiser par le jeu incessant de formes. Mais le plus intéressant, c'est que certaines formes archétypes semblent être entièrement tissées dans l'étoffe de la nature. Un autre modèle lit, ou modèle archétype, est celui de la ramification, observable à tous les niveaux et à toutes les échelles fractales. Prenez par exemple l'incroyable image de la simulation produite par un superordinateur appelée simulation du millénaire, montrant la distribution de la matière noire dans l'univers local. Elle a été créée en Allemagne par la société Max Planck. La matière noire est ce qui, avant, était considéré comme l'espace vide. Cela ressemble à un système nerveux invisible fonctionnant dans l'espace entier. L'univers ressemble littéralement à un cerveau géant. Il pense constamment à utiliser un type d'énergie noire ou cachée, que la science commence seulement à comprendre. Une énergie inconcevable traverse cet immense réseau, fournissant l'élan nécessaire à l'expansion et à la croissance de l'univers. Quand on crée des conditions favorables, la nature crée automatiquement des ramifications. La nature est une machine à engendrer l'art ou un moteur à créer la beauté. Ici, on utilise de l'électricité pour faire pousser des branches de cristal d'argent. Le métrage en accéléré montre leur croissance sur plusieurs heures. Des cristaux se forment sur la cathode en aluminium alors que des ions sont électrodéposés par une solution de nitrate d'argent. La formation s'organise d'elle-même. On assiste à la naissance d'une œuvre d'art engendrée par la nature elle-même. Johann Wolfgang von Goethe déclara « La beauté est une manifestation de lois naturelles secrètes qui, autrement, nous auraient été cachées à jamais. » Dans ce sens, tout dans la nature est vivant, s'auto-organisant. En utilisant un voltage plus élevé, la ramification fractale devient encore plus évidente. Ceci se produit en temps réel.
On trouve des structures et des modèles similaires à un arbre dans tout le corps humain. Les systèmes nerveux connus par la médecine occidentale existent, bien entendu. Mais dans la médecine chinoise, ayurvédique et tibétaine, les méridiens énergétiques sont essentiels à la compréhension du fonctionnement du corps. Les nadis, ou les méridiens énergétiques, forment des structures similaires à un arbre. Un examen post-mortem ne révélerait pas les chakras ou les nadis. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il faut perfectionner la façon d'observer. On doit d'abord apprendre à calmer son propre esprit. C'est la seule condition pour commencer à observer ces choses par soi-même. En électricité, moins il y a de résistance dans un fil, plus il est conducteur d'énergie. En cultivant la sérénité par la méditation, on crée un état de non-résistance dans le corps. Prana, ou Chi, ou l'énergie intérieure est simplement notre vitalité intérieure, ce qu'on ressent quand on amène sa conscience à l'intérieur du corps. Les fils conducteurs subtils qui transportent prana, les nadis, à l'intérieur du corps, peuvent transporter de plus en plus d'énergie curative par les chakras. On renforce ces réseaux de fils en les utilisant, en laissant passer l'énergie. Où que soit l'énergie, ou Chi, elle commencera à circuler et des liens physiques se développeront. Dans le cerveau et le système nerveux, les modèles de réseaux physiques se forment par la répétition. En portant continuellement son attention à l'intérieur et en diminuant la résistance aux associations expérimentées, on augmente sa capacité énergétique. Dans le taoïsme, le symbole du yin et du yang représente l'interpénétration des forces spirales de la nature. Le yin et le yang ne sont pas deux et ne sont pas un. L'ancien concept du hara est représenté par le yin et le yang, ou la spirale tourbillonnante. C'est le centre de la puissance situé dans le ventre, en dessous du nombril. Hara signifie littéralement mer ou océan énergétique. En Chine, le hara est appelé le Diantian inférieur. Dans de nombreuses formes d'arts martiaux asiatiques, on considère que le guerrier possédant un puissant hara est imbattable. Dans la tradition samouraï, harakiri, ou seppuku, représentait une forme de suicide. Cela signifie empaler son propre hara de manière à déconnecter le chi ou le canal énergétique. Se déplacer du centre crée un mouvement gracieux qu'on ne voit pas que dans les arts martiaux. Mais également chez les bons golfeurs et les danseuses du ventre. Et les derviches tourneurs soufis. L'essence du hara est le raffinement de la conscience, disciplinée en un seul point, le calme dans l'œil du cyclone. C'est l'intuition reliée à une source énergétique. Une personne possédant le bon hara est reliée à la terre et à la sagesse intuitive qui relie tous les êtres.